Le sport, c'est, à part l'art et le vin, une autre passion, peut-être une passion la seule que je déteste parce qu'elle est vraie et on ne peut pas la contrôler. Une fois qu'on a vraiment perdu son cœur pour un club de football, on est vraiment victime de cette passion. Et c'est sûr que ma passion pour le FC Bâle, c'est un peu difficile des fois, mais les dernières 12 ans, Bâle a pratiquement tout gagné en Suisse, contre Zurich surtout, et ça me remplit d'orgueil et de satisfaction. Et le stade de Bâle, c'était le début de notre, disons, qu'est-ce qu'on dit, de notre histoire réflexion sur ce que c'est un stade de football. Et je pense que, ou je prétends qu'avant le stade de Saint-Jacques, qui était notre premier stade, le stade de football n'existait pas sur les tables d'architectes mondialement. Parce que les stades ont été construits dans le passé par des ingénieurs ou par des compagnies anonymes. Bien sûr, il y avait des exceptions. Il y avait le stade de Munich, le stade olympique, mais ce n'est pas un stade de football. Je parle de stade de football. Le stade olympique de Munich, c'est un très beau stade, c'est un geste architectural, mais ce n'est pas un stade de football. Donc c'est très différent. Un stade de football, c'est comme une marmite, c'est autre chose. Et là, on a établi des règles, on a trouvé des règles pour le stade de Saint-Jacques qui ont resté très importantes jusqu'aujourd'hui. Et on pouvait les réaliser contre les intérêts des ingénieurs et des compagnies qui étaient intéressés uniquement au fric, à l'argent. Donc c'était une véritable lutte. Tous les stades qu'on faisait après étaient beaucoup plus faciles parce que les portes étaient déjà ouvertes. Le stade de Saint-Jacques avait un certain succès. On pouvait voir que les idées des architectes n'étaient pas si stupides. Surtout que ces pensées, cette réflexion du stade venait directement vraiment de cette passion, de ce que c'est le football. Et depuis ma jeunesse, le football était toujours très important et j'admirais le jeu et j'admirais l'espace architectural des stades que je connaissais certainement ou surtout depuis des stades en Angleterre. Même si les stades en Angleterre sont tous vilains, ils contiennent tout ce qui est important pour un stade de football, tous les ingrédients, qui est un peu l'aspect moche, dans le sens que tout est serré, tout est comprimé, les toits ne sont pas transparents, c'est défendu de faire des toits transparents parce qu'il faut que le stade maintienne ou contrôle les passions et cette énergie. Et à travers les toits transparents qui étaient tellement à la mode dans les années 60-70, dans la suite des années 68, où très souvent l'architecture était vue comme une forme automatique de démocratisation, surtout en Allemagne, d'après-guerre, les formes libres, la transparence, tout ça, c'est défendu pour les stades. C'est bien pour l'Amérique du Sud, parce que là, les stades ne sont pas couverts. Et là, il n'y a pas 50 000, mais il y a 200 000 dans un stade. Donc l'intensité vient d'un autre côté. Donc les toits doivent être hermétiques et la proximité du spectateur au champ de football, c'est la chose la plus importante. C'est comme dans les stades, dans les théâtres de Shakespeare, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est quasiment une façade verticale autour de la scène. Donc le spectateur doit être presque sur le joueur. Donc ça, c'est fondamental. Plus ça fonctionne, mieux c'est le stade. Parce que l'espace du stade, c'est les spectateurs. C'est ça. Donc la matière architecturale, quasiment, c'est les gens, c'est les fans. Et donc c'est le deuxième component, le deuxième ingrédient. Et puis on peut parler, dans le stade de Bâle, on a utilisé la couleur, travaillant avec Rémi Zog, qui vraiment nous a appris tout quasiment sur la couleur, travaillant la couleur, comment est-ce qu'on dit, complémentaire. Donc la pelouse étant verte,
le rouge était la couleur logique pour l'intérieur du stade. Et en fait, à Bâle, le stade à l'intérieur est tout à fait rouge, le club a les couleurs rouge et bleu. Et le rouge de l'intérieur, surtout la nuit, quand il y a la lumière artificielle, ça renforce la perception du vert de la pelouse et ça joue très bien ensemble. Et ça renforce tous les autres ingrédients, donc le toit hermétique et la proximité entre joueurs et spectateurs. Vous savez, on a fait 2 stades de football jusqu'à présent. C'est celui de Bâle qui était au début de tous les projets de stade. J'en ai parlé récemment, avant. Et puis on a fait le stade de Munich, à l'Allianz Arena. Bâle, c'est autour de 40-42 000, un peu comme Bordeaux, pratiquement. Munich, c'est pas le double, mais disons c'est autour de 70 000, donc c'est plus grand. Pour un club vraiment, de nouveau, globalement visible. J'étais pas toujours un grand fan de Munich, je veux dire, mais quand même, on leur a fait un très beau stade, je pense. Et puis le troisième, ça, c'est Pékin, et je ne veux pas parler de Pékin pour l'instant parce que c'est très différent d'un stade de foot. Donc, il faudrait donc parler de Bâle, de Munich et de Bordeaux, parlant des stades de foot. Et comme les villes, comme les architectures doivent être différentes et spécifiques. Il faut trouver des solutions individuelles pour chaque endroit. Et donc, dans les 3 cas, les conditions, les contraintes étaient très difficiles. À Bordeaux, on nous avait donné l'endroit, donc près de la foire, qui est en dehors de la ville, donc c'est pas vraiment serré, c'est pas vraiment des quartiers où la vie de tous les jours se joue. Donc c'est un endroit beaucoup plus ouvert, un peu plus comparable à Munich aussi, où le stade a quasiment inventé un nouveau quartier ou a comme mis une première pierre qui va créer peut-être comme à Bordeaux autour un quartier qu'on ne connaît pas encore. Mais c'est important que les stades qu'on s'imagine ou qu'on dessine ouvrent ou maintiennent cet aspect ou ce potentiel de devenir urbanisé, d'être entouré d'autres bâtiments, d'autres vies. Pour Bordeaux, il y a certainement une chose qui est une contrainte plus qu'un avantage, c'est que le stade est aussi utilisé pour le rugby, qui est un sport que je connais moins, qui est aussi très intense. Je sais qu'il a beaucoup de succès et une grande tradition dans cette région. Donc c'est inévitable que ça devait aussi fonctionner pour le rugby. Mais, dans le micro, s'il te plaît, Jacques. Comme je disais au début de la conférence, un stade de football, une des choses les plus essentielles, c'est la proximité entre le joueur, le spectacle donc, et le public. Et ça, disons, c'est pas idéal à Bordeaux parce que surtout dans la dimension de longueur, il fallait éloigner un peu plus le spectateur, le public du footballeur à cause de cette double fonction. Mais en dehors de ça, le stade remplit quasiment toutes toutes les choses que je trouve essentielles. C'est donc l'homogénéité, ce côté hermétique. C'est pas vraiment une marmite ou comme un chaudron comme Bâle, mais c'est certainement très hermétique, très fermé et très classique. Et le classique certainement vient de notre interprétation du site, mais aussi de la ville de Bordeaux. Dans ce côté du classique et de l'élégance, je pense que c'est très important pour ce stade. Et quand j'ai vu Bordeaux aujourd'hui, c'est pas pour vous flatter, c'est vraiment une ville extraordinaire, très très beau, très classique, et j'espère que ce stade va s'inscrire dans cette tradition de monument public qui, comme par exemple à l'exemple de ces grands escaliers qui sont typiques pour le stade, qui n'existent nulle part
dans aucun autre stade du monde. C'est comme un temple, donc on monte au stade des deux côtés. C'est vraiment peut-être le geste le plus important de ce stade. Et c'est certainement dans la tradition du temple, dans la tradition du grand théâtre, mais aussi dans la tradition de l'espace public classique, vraiment. Et c'est fait pour les fans, mais c'est aussi fait pour vraiment... Il a dit les fans, pas les femmes. Les fans. C'est encore un effort à faire du côté des stades. Les fans, oui. ouais. Et donc, entrer, sortir et se balader, c'est le rôle classique de ces grands escaliers que vous connaissez des monuments classiques de l'histoire. Et bien sûr, les colonnes qui soutiennent cet aspect de célébrer cette arrivée au stade et cette fête qui, idéalement, est le sport. Et bien sûr, il y a d'autres choses comme le serpentin, qui est à la fois un ornement, mais qui est aussi quelque chose de très pragmatique et très pratique. Donc la forme de la courbe permet aux spectateurs d'entrer dans le stade et en même temps d'arranger cet espace du bar et des restaurants au même niveau. Donc ce niveau qui est l'esplanade ou la terrasse. Et vous voyez à gauche, en coupe, une coupe à travers le serpentin. J'essaie de trouver ça en plan parce que c'est aussi voilà. C'est ça le serpentin. Assez beau en plan. Donc certainement, de tous les salles que nous avons fait, Bordeaux, c'est certainement dans cette perfection symétrique et classique, celui qui est le plus, je dirais pas avancé, mais voulu d'être dans ce sens. Et ça exprime aussi, bien sûr, le fait que c'est vraiment fait dans un endroit encore ouvert, où on puisse vraiment s'exprimer beaucoup plus librement. Et vous voyez le serpentin, et la forme est dérivée, c'est pas vraiment une forme de l'architecte, mais c'est une forme conceptuelle aussi. Parce que là où il y a une courbe, ça s'ouvre pour les spectateurs, pour accéder à ce niveau supérieur. Et comme je disais, les colonnes qui sont très nombreuses, qui sont peut-être plus nombreuses que structurellement parlant, mais on a préféré distribuer le poids de la structure sur des sections beaucoup multipliées pour détruire aussi un peu la forme, pour détruire l'espace, pour créer un espace comme une éponge. Donc l'escalier qui fait monter les gens, et le reste c'est vraiment comme un nuage. C'est pas vraiment comme un espace. Là c'est pas le temple classique avec 7 colonnes, mais c'est beaucoup plus dispersé, comme si l'on traversait un bois ou un parc. Et c'est possible parce que les colonnes sont structurelles, mais c'est aussi architectural, c'est-à-dire que les colonnes contiennent aussi l'électricité, des autres éléments d'infrastructure et font tomber l'eau de la pluie. Donc, c'est des éléments que l'on retrouve dans toutes les architectures, mais qui sont activés, pour ainsi dire, verticalement. On a récemment fait un bâtiment à Bâle, une tour, qui utilise aussi cette, comment est-ce qu'on dit, multitude, ce dispositif. Non, mais cette densité d'éléments verticaux pour bizarrement créer plus de transparence, parce que ça ouvre beaucoup plus l'espace que si tu avais très peu de colonnes. Bien sûr. Parce que les éléments verticaux font, surtout aussi c'est à nouveau une question de perception, ouvrent, disons, l'espace devant et l'espace derrière, le réunissent, donc les deux espaces se rapprochent beaucoup plus. Donc ça, c'est un peu, bien sûr, il y a d'autres éléments, comme vous voyez là, la forme du toit qui répète la forme des estrades. Mais ça, c'est, disons, pas sur le même niveau de détail ou pas sur le même niveau de concept qui nous était important pour le stade. Je pense que
la plus grande partie des stades sont des objets qui sont hermétiquement fermés vers l'extérieur. Et je pense que l'hermétique, c'est important à l'intérieur, pas à l'extérieur. Surtout celui de Bordeaux. À Munich, c'est un objet aussi. Et on s'infiltre quasiment et puis on monte autour. Là, les parkings sont dessous le parc. Ah, oui, bien, oui, exactement. Mais ici, c'est le contraire. Si jamais, dans l'avenir, il y aura un quartier urbain, je pense que l'escalier ou les escaliers, les grands escaliers vont s'ouvrir, donc c'est vraiment quasiment une invitation. Tandis que si tu t'imagines le même stade étant un objet avec un mur comme ça, c'est moins évident que ça s'ouvre vers un futur quartier. Devine, c'est un paysagiste avec lequel nous avons déjà fait plusieurs choses, aussi aux États-Unis, de Walker, qui est très français dans sa démarche aussi, très, disons, basé sur très souvent l'ordonnancement, la trame et puis la trame et le hasard, je dirais presque, non? Et certainement c'est exactement ce qu'il faut ici, non? Parce que c'est vraiment évidemment un endroit très clairement défini et très clairement structuré. Et c'est presque idéal pour sa démarche, pour sa manière de travailler. Je pense que pour Bordeaux, c'est très important qu'un projet d'architecture n'exclut pas des choses, mais ouvre des potentiels. Et le stade à Bordeaux, certainement, va être utilisé ou être une architecture importante, même peut-être une fois que le sport, dans le sens classique comme aujourd'hui, n'existe plus parce que c'est un bâtiment qui a un potentiel d'être un bâtiment public dans un futur quartier urbain. Et je pense que ça, c'est très important, que l'architecture de cette dimension, de cette échelle, soit vraiment au service des gens d'une ville. Et les quais, aujourd'hui, les gens utilisent ça beaucoup plus que, disons, il y a 40 ans ou 50 ans. Avant, ils n'étaient pas prêts à le faire. Et les quais sont l'espace le plus évident, le plus naturel, espace public de la ville. Donc, c'est tout simplement utilisant ou ouvrant un potentiel qui existait déjà.